pas d'autres étudiants, on va rester ici. Vous avez quoi après? C'est le dernier cours de la journée, c'est le seul cours de la Test. Ok, ça fonctionne. Bon, bonjour à toutes et à tous. On est ensemble pour 3 cours consacrés au métabolisme des glucides. Et je vais commencer tout de suite. Alors attendez, il faut que je me familiarise avec cette chose-là. Ouais, ça marche. Donc le cours d'aujourd'hui est consacré à la digestion, l'absorption des glucides et à la glycolyse. Et vous voyez ici les différents points qu'on devrait aborder aujourd'hui. Ne vous affolez pas si on n'arrive pas à la fin, on finira la prochaine fois. Voilà. Alors, également une petite remarque, je vois que le poly n'a pas été mis à jour. Donc il y a peut-être quelques documents qui ne figurent pas dans votre poly. Et d'autre part, peut-être que les choses ne vont pas venir tout à fait dans l'ordre par rapport à votre poly. Ne vous affolez pas, de toute façon, dans le poly, il y a tous les documents essentiels. Et je pense que vous allez les retrouver très très facilement. D'accord? Voilà. Alors on va commencer. Avant d'aborder vraiment le cours, je voudrais faire 4 points d'introduction. Donc ça, c'est un schéma que vous avez dans le poly. Premier point d'introduction, à partir des concepts, à propos des concepts de catabolisme et d'anabolisme. Voilà, donc là, vous avez un schéma qui est très classique et qu'on retrouve sous différentes formes dans différents ouvrages de biochimie. Ce schéma illustre les relations entre le catabolisme, d'une part, qui est à droite ici, et l'anabolisme, d'autre part, qui est à gauche sur le schéma. Donc le catabolisme, je vous le rappelle, c'est l'ensemble des réactions de dégradation du métabolisme. Et l'anabolisme désigne l'ensemble des réactions, des voies métaboliques impliquées dans la synthèse
des constituants cellulaires et extracellulaires. Voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter brièvement ce schéma. Tous les organismes vivants, quels qu'ils soient, ont besoin d'énergie chimique pour synthétiser leurs propres constituants, pour maintenir leur structure, pour assurer les fonctions biologiques essentielles, comme par exemple la croissance ou la reproduction. Les animaux que nous sommes sont des chimiotrophes. Ces organismes, les humains, ces organismes prélèvent dans l'environnement des macromolécules, c'est ce que vous voyez ici, des macromolécules apportées par l'alimentation chez nous, et la dégradation de ces macromolécules au cours du catabolisme va servir à différentes choses. Premièrement, à récupérer de l'énergie chimique sous la forme de liaisons anhydre phosphorique de la molécule d'ATP, donc sous forme d'ATP. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer de l'énergie chimique sous la forme de pouvoirs réducteurs de coenzymes d'oxydoréduction. Ces coenzymes d'oxydoréduction, vous les connaissez, c'est le NADH, le FADH2 et le NADPH. Et puis, le catabolisme va permettre également de récupérer des petites molécules, des métabolites, qui pourront être utilisées par les réactions sur l'autre versant de l'anabolisme. Okay, donc on va récupérer ça. Les réactions de l'anabolisme vont, quant à elles, utiliser l'énergie chimique du catabolisme et les petites molécules pour assurer la synthèse des protéines, des lipides, des acides nucléiques de l'organisme. Voilà. Et ce que vous montre ce schéma très classique, c'est finalement que anabolisme et catabolisme sont deux volets opposés du métabolisme, donc deux volets opposés, mais qu'ils sont parfaitement complémentaires et interdépendants. Voilà, donc j'ai toujours l'habitude de dire que c'est comme un peu le yin et le yang du métabolisme. Ça, c'était le premier point d'introduction. Pourquoi je vous présente ça? Parce que je vais vous présenter des voies métaboliques de l'anabolisme et du catabolisme des glucides. Deuxième point. Vous avez ça aussi dans votre polycopier, à propos du concept de voie métabolique. Qu'est-ce qu'une voie métabolique? Une voie métabolique, c'est un ensemble cohérent de réactions enzymatiques où le produit d'une réaction constitue le substrat de la réaction suivante. Et donc ça, c'est une définition possible d'une voie métabolique. Et ces voies métaboliques sont aujourd'hui représentées sous la forme de cartes, d'où l'illustration ici sur l'écran. Ces cartes métaboliques sont des objets de représentation très pratiques. Elles peuvent vous paraître effrayantes, mais quand on a un tout petit peu l'habitude, on arrive à naviguer là-dedans comme un Parisien navigue dans la carte du métro. Voilà. Et par exemple, ce qu'on va voir nous ensemble aujourd'hui, c'est ça, c'est cette ligne-là qui s'achève ici par un cercle qui est le cycle de Krebs que vous reverrez un petit peu plus tard avec mon collègue Chris Ottolenghi. Okay ? Donc on peut naviguer dans ces cartes qui sont des objets très pratiques. Cependant, ces objets de représentation sont souvent trompeurs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils vous présentent l'ensemble des voies métaboliques, possibles chez un organisme donné. Et ces cartes, souvent, ne tiennent pas compte de quelque chose d'essentiel, qui est qu'il existe une tissu-spécificité des voies métaboliques. C'est le concept que je souligne ici. Il existe une tissu-spécificité des voies métaboliques. Toutes les voies métaboliques ne sont pas possibles dans tous les tissus. C'est un concept central
dans le métabolisme. Par exemple, je vous donne un exemple, la néoglucogénèse, qui est cette voie qui permet de remonter d'ici jusque-là, eh bien, n'est possible, on le verra ensemble, que dans le foie, l'intestin et le rein. Mais elle n'est pas possible ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que les autres tissus n'ont pas l'équipement enzymatique nécessaire. C'est tout simple, mais c'est fondamental. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, voilà, c'est un schéma qui va nous servir de fil directeur pendant ces 3 cours et qui n'est pas dans votre poly. Donc je pourrais, je ne sais pas, je trouverai un moyen pour vous le faire parvenir. Donc ce schéma va nous servir de fil directeur. Il vous présente, on va rentrer dans le détail ultérieurement, mais là, tout ce que vous avez à comprendre pour l'instant, c'est que ce schéma va vous présenter des voies anaboliques et cataboliques impliquant le glucose et le glycogène. Voilà, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on va voir l'entrée du schéma, donc juste cette étape-là. Enfin, peut-être on va aller quand même, j'espère, un petit peu plus loin. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les glucides sont majoritairement apportés par l'alimentation. On peut les synthétiser, mais ils sont majoritairement apportés par l'alimentation. Et la dégradation des glucides, vous le savez depuis très longtemps, peut commencer dans la bouche. Elle a lieu dans le tube digestif, d'une manière générale. Et c'est au niveau, on reviendra sur tous ces concepts, hein, vous pouvez rien noter là. Et c'est au niveau de l'intestin grêle que va être effectuée l'absorption des sucres simples, donc au niveau intestinal. Donc c'est ce qu'on va voir dans un instant. Absorption, ça veut dire passage des monosaccharides, des sucres simples, dans le sang. Et là, je voudrais souligner une petite chose, c'est que, essentiel également, c'est que le glucose est présent en permanence dans le sang à une concentration qui est maintenue constante. Cette concentration du glucose dans le sang, c'est ce qu'on appelle, vous le savez, la glycémie. Et la valeur normale de la glycémie, c'est 5 millimoles de glucose, 5 millimoles de glucose par litre de sang. Voilà quelque chose d'essentiel qu'il faut retenir également. Ce glucose, il va rentrer dans les cellules. Et il va être immédiatement phosphorylé en glucose 6-phosphate dans les cellules. Et donc le glucose 6-phosphate, c'est, avec de grosses guillemets, la forme cellulaire du glucose. OK? Voilà, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dernier point d'introduction, ça aussi vous l'avez dans le poly, mais sous une forme plus compliquée, c'est le tableau clinique du diabète de type 1. Le diabète de type 1, on reviendra là-dessus ultérieurement, mais le diabète de type 1, ça représente 10 à 15% des cas de diabète en France. Hein, donc c'est une maladie relativement, je dirais, fréquente. Bien, donc voilà un petit descriptif des signes cliniques classiques du diabète de type 1. Donc ces signes cliniques, ils apparaissent le plus souvent entre l'âge de 4 et 10 ans. Hein, j'ai relu les dernières publications sur le sujet, et disons que pour la majorité des patients, les signes cliniques apparaissent dans cet intervalle entre l'âge de 4 et 10 ans. Okay? Donc, et généralement, ils se manifestent avant l'âge de 35 ans. Alors, quels sont-ils? Eh bien, les patients, quand le diabète n'est pas traité, hein, les patients présentent une polyurie, c'est-à-dire un volume urinaire très important, une soif intense, c'est ce qui est assez caractéristique du diabète de type 1, une soif intense, autrement dit une polydipsie. Et puis, c'est parfois spectaculaire, ces jeunes patients maigrissent relativement rapidement, malgré un appétit augmenté. Donc un maigrissement rapide, malgré un appétit augmenté. Et puis, au plan biochimique, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est une hyperglycémie
chronique à jeun qui excède la valeur de 7 millimoles de glucose par litre de sang. Donc l'hyperglycémie chronique à jeun, c'est le signe majeur du diabète de type 1. Voilà. Les patients peuvent aussi présenter une cétonurie, c'est-à-dire la présence d'acétone dans les urines, et parfois le médecin peut sentir une odeur d'acétone dans la laine de ces patients. Alors il y en a qui parlent d'odeur de pomme ou de poire. Hein, c'est très caractéristique. Ok. Pourquoi je vous présente ça maintenant? Tout simplement pour vous faire comprendre une chose qui me paraît essentielle, c'est que si vous n'avez pas quelques connaissances en métabolisme, eh bien vous êtes incapable de comprendre et d'expliquer ce tableau clinique. Et vous allez voir qu'en quelques minutes, vous allez être capable de le faire. Et c'est l'objet de mon cours. Voilà, donc on rentre dans le cours. Alors, premier point, je vais simplement vous présenter le glucose, faire quelques rappels à propos du glucose en tant que substrat énergétique. Ok, le glucose comme substrat énergétique. Alors voilà la molécule de glucose. C'est un sucre à 6 carbones et par convention, vous le savez, vous avez vu ça l'année dernière, on numérote les carbones comme ceci, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4 ici, carbone 5 et carbone 6. 6 carbones. Cette molécule se cyclise spontanément, naturellement, et elle forme ce qu'on appelle un cycle pyranose, qui est très caractéristique et qui est illustré ici. Ok, première chose. Alors, quelques caractéristiques importantes du glucose. C'est un substrat énergétique qui est immédiatement disponible pour toutes les cellules de l'organisme. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il est immédiatement disponible pour toutes les cellules? Je l'ai dit, hein? Ouais? Pourquoi? Voilà, exactement. Il est simplement présent en permanence dans le sang et donc toutes les cellules peuvent a priori en disposer. Deuxièmement, il est utilisable par toutes les cellules de l'organisme comme substrat énergétique. Pourquoi? Eh bien parce que la glycolyse est une voie ubiquitaire. Alors celle-là, elle n'est pas tissu spécifique. La glycolyse est ubiquitaire, elle est présente dans toutes les cellules de l'organisme. Troisièmement, c'est un substrat énergétique obligatoire pour quelques cellules de l'organisme qui ne peuvent pas utiliser d'autres substrats. Alors, quelles sont-elles? Je vous donne, il y a d'autres exemples, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un substrat énergétique obligatoire pour les globules rouges, c'est-à-dire les hématies, et puis quelques cellules de la médullaire rénale également, qui ne peuvent pas utiliser d'autres substrats énergétiques. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est obligatoire aussi pour les neurones. Eh bien non, pas du tout. Les neurones peuvent utiliser d'autres substrats énergétiques. Ils peuvent utiliser le lactate. Il y a tout un pan de recherche qui est en train de s'ouvrir là-dessus. Et ils peuvent utiliser aussi les corps cétoniques que vous reverrez ultérieurement dans un cours sur le métabolisme. Donc, les corps cétoniques qui peuvent être utilisés par les neurones, okay, qui sont produits par le foie. Très bien. Autre caractéristique du glucose comme substrat énergétique, c'est que le glucose est capable de donner de l'énergie sous forme d'ATP en l'absence d'oxygène au cours de la glycolyse. Et à ma connaissance, il n'y a qu'une seule autre molécule qui peut faire une chose pareille, c'est-à-dire permettre la synthèse d'ATP sans oxygène. Est-ce que vous avez cette notion-là? Quelque chose qui est dans les muscles. Ouais? Exactement. La phosphocréatine, c'est une petite molécule présente dans les fibres musculaires qui peut, ça c'est une parenthèse dans mon cours, hein, qui peut permettre la synthèse rapide d'ATP sans oxygène. Voilà, et dernière caractéristique du glucose comme substrat énergétique, c'est que c'est un substrat qui est stockable sous la forme d'un polymère qui, dans nos cellules, est le glycogène. Hein, chez les végétaux, c'est l'amidon.
Chez nous, c'est le glycogène. Et il peut être utilisé aussi pour la synthèse d'acides gras qui vont être stockés sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Donc il peut être utilisé pour la synthèse d'acides gras qui vont former des triglycérides stockés essentiellement dans le tissu adipeux. Voilà, donc je vous ai présenté finalement l'acteur qui va nous intéresser ici dans le métabolisme. Voilà, donc on retrouve une partie du schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce qui va nous intéresser dans ce cours, ce sont quelques voies cataboliques autour du glucose, en particulier la glycolyse, que je présente ici. Alors, je pose simplement les définitions, on reverra les voies métaboliques dans le détail plus tard. La glycolyse, c'est quoi? C'est la dégradation du glucose en pyruvate. Point. C'est juste ça la glycolyse. C'est la dégradation, l'oxydation, devrait-on dire, du glucose en pyruvate. Cette voie métabolique qui conduit du glucose au pyruvate va permettre de récupérer de l'ATP. Okay? Donc ça va permettre un apport énergétique aux cellules. Autre voie que je voudrais définir ici, c'est la glycogénolyse. La glycogénolyse, c'est la dégradation du glycogène en glucose 6-phosphate. Et là, j'insiste sur le glucose 6-phosphate. Ça s'arrête là. Cette glycogénolyse, vous voyez, alors j'utilise des codes, des petits symboles là, cette glycogénolyse, elle se fait essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement dans le foie et dans le muscle strié. Okay. Elle conduit au glucose 6-phosphate dans le muscle, mais dans le foie, elle peut se poursuivre par la déphosphorylation du G6P en glucose. Et ce glucose va être redistribué à la circulation sanguine. Donc cette étape G6P donne glucose, elle n'est possible que dans le foie, a priori. Parce que le foie possède l'enzyme qui est capable de faire ça. Voilà, donc on a vu deux voies cataboliques et maintenant on va voir deux voies de synthèse, deux voies anaboliques impliquant le glucose. Alors, ici, vous avez la glycogénogénèse. La glycogénogénèse, c'est la synthèse de glycogène à partir de glucose. Cette glycogénogénèse, c'est comme tout à l'heure, elle va se faire majoritairement, en termes quantitatifs, elle va se faire majoritairement dans le foie et le muscle strié. Et on verra ça dans le dernier cours. Elle sert au stockage de l'énergie sous forme de glycogène. Et puis une autre voie anabolique très importante, qu'on verra dans le deuxième cours, je crois, c'est la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, c'est quoi? C'est simplement la synthèse de novo de glucose à partir de précurseurs non glucidiques qui sont représentés ici, voilà, qui sont le lactate, le glycérol et quelques acides aminés dits glucoformateurs. Cette néoglucogénèse, cette synthèse de novo de glucose, se fait que dans trois tissus différents dans l'organisme. Elle peut être effectuée par le foie, qui est le principal lieu de la néoglucogénèse, mais aussi un petit peu dans l'intestin. Il y a des cellules intestinales capables de faire la néoglucogénèse et également un petit peu, à moindre titre, dans le rein. Voilà. Donc je vous ai présenté deux voies cataboliques, deux voies anaboliques, et maintenant on va rentrer dans la description progressivement de toutes ces voies. Alors, je vous l'ai dit, le glucose est constamment présent dans le sang. À distance des repas, sa concentration, autrement dit la glycémie, est de 5 millimoles de glucose par litre de sang. Voilà.
Et cette glycémie va être constamment régulée par différents mécanismes qu'on va voir dans un instant. Alors, je vous ai juste mis 2 ou 3 infos. On parle d'hyperglycémie pour des valeurs de la glycémie supérieures à 7 millimolaires par convention. Et l'hyperglycémie chronique à jeun, c'est le signe majeur du diabète. Pas seulement du diabète de type 1, mais aussi du diabète de type 2 et d'autres diabètes plus rares encore. Okay. Retenez simplement que l'hyperglycémie chronique à jeun, c'est un signe majeur de diabète. Okay. Je vous ai mis aussi une petite info à propos de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, alors c'est la diminution de la concentration de glucose sanguin sous la valeur normale. Et les premiers signes cliniques de l'hypoglycémie apparaissent pour des valeurs de la glycémie comprises entre 3,9 et 3,3 millimolaires. À partir de cette valeur de la glycémie, vous allez présenter les signes cliniques de l'hypoglycémie. Quels sont-ils? Je pense que vous les connaissez tous à peu près. Déjà, un sentiment de faim, enfin la faim, des tremblements, des sueurs. Chez certains individus, la vue se brouille. Voilà les signes, il peut y avoir des palpitations. Voilà les signes majeurs de l'hypoglycémie. Voilà. Le reste du document, on s'en fiche. C'est pas important. Voilà, donc maintenant, je vous ai fait quelques présentations d'ordre général. On va rentrer un petit peu plus dans la description de tout ça et on va parler de la digestion et de l'absorption des glucides. Alors, je ne vais pas aller loin dans les explications. Il y a beaucoup de choses dans ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes que vous connaissez déjà. La digestion, alors déjà au plan alimentaire, les glucides apportés par l'alimentation sont essentiellement des polysaccharides, l'amidon, hein, qu'on trouve dans les pommes de terre, donc des polysaccharides et des disaccharides, notamment le sucrose, que l'on trouve de plus en plus dans notre alimentation parce que ce sucrose-là est ajouté facilement par l'industrie agroalimentaire dans les plats préparés. Okay. Et puis le lactose, un disaccharide également, qui est assez présent dans notre alimentation, en Occident en tout cas. Voilà. Donc la digestion des glucides va être effectuée dans le tube digestif. Elle commence au niveau de la bouche, où l'amylase salivaire permet la dégradation de l'amidon en sucres moins complexes que vous voyez ici et qui sont le dextrose et les maltodextrines. Je ne sais pas si on le voit. Maltose et dextrine. Voilà. Donc, la digestion se poursuit ensuite au niveau du duodénum, où se retrouvent les enzymes produites par le pancréas, et notamment l'amylase pancréatique, qui va poursuivre l'hydrolyse de ces sucres assez complexes. Et puis, la digestion va s'achever au niveau des entérocytes du jéjunum. Et alors, je vous le place ici. Voilà, c'est un dessin que j'ai fait, donc je maîtrise un peu mieux. Vous avez ici, sur mon schéma, l'intestin grêle, le jéjunum. J'ai représenté les cellules épithéliales de cet intestin qu'on appelle les entérocytes. Vous retrouvez les microvillosités ici des entérocytes. Ces microvillosités forment une structure particulière appelée bordure en brosse. Et au niveau de la bordure en brosse, associée à la membrane en brosse, se trouvent des saccaridases.
ces saccharidases vont achever l'hydrolyse des sucres. OK ? Alors, les voilà celles qui sont importantes. La maltase va permettre la dégradation du maltose en glucose. C'est ce que j'ai illustré ici. La lactase va permettre la dégradation du lactose en galactose plus glucose. Et la saccharase va permettre la dégradation du sucrose ou saccharose en glucose plus fructose. Okay ? L'info qu'il faut retenir, c'est que seuls des monosaccharides peuvent passer au travers de la barrière épithéliale. Il n'y a que des sucres simples qui peuvent passer au travers. On va voir comment dans un instant. Sauf problème pathologique, sauf problème de perméabilité intestinale. Mais il n'y a que des oses, des sucres simples, qui peuvent passer cette barrière épithéliale. Ces sucres simples, fructose, galactose, glucose, eh bien, vont se retrouver ainsi dans les capillaires sanguins sous l'épithélium. On va les retrouver dans la veine mésentérique supérieure et de là dans la veine porte, qui va amener au foie ces sucres simples, et le foie, ici, va être le premier organe traversé par ces sucres en provenance de l'intestin. Alors, on avait des chiffres, je pense que dans le poly, j'avais mis des valeurs qui ont été un petit peu corrigées par des publications récentes. Il y a une étude qui montre récemment que 20% du glucose à l'issue d'un repas, 20% du glucose à l'issue d'un repas va être métabolisé sous forme de glycogène par le foie dans les 4 heures qui suivent le repas. Donc 20% du glucose va être métabolisé sous forme de glycogène par le foie dans les 4 heures qui suivent la prise alimentaire. Avant, on disait 30%. Vous allez me dire, ça ne fait pas une grosse différence. C'est pour vous donner une idée des capacités de métabolisation du foie. Voilà. Et le reste de ces sucres simples eh ben, va se retrouver dans la circulation générale et pouvoir être métabolisé notamment par les muscles et par le tissu adipeux, vous le savez bien. Voilà. Alors, comment maintenant, moi, je trouve que la question intéressante dans cette histoire, c'est de comprendre comment les sucres simples, comment les oses passent à travers l'épithélium intestinal réputé imperméable. Alors, la réponse à cette question figure sur ce schéma ici. Vous voyez, là, on va regarder ici comment ça passe. Hop, voilà. Vous avez ici les entérocytes qui sont schématisés. Vous avez les microvillosités ici de la membrane plasmique du côté apical. Et puis en bas, ici, vous avez la membrane plasmique du côté basal. OK ? Donc voilà. Donc, comment le glucose passe dans les cellules? Eh bien, réponse par le biais de cotransporteurs sodium-glucose appelés SGLT pour sodium-glucose transporteur. Donc voilà comment le glucose, notamment, passe dedans, dans les cellules de l'épithélium. Alors, juste une petite chose à propos de ce système-là. Il s'agit ici d'un transport actif secondaire. Hein, c'est un cotransport actif secondaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il dépend du gradient électrochimique de sodium, qui est lui-même généré par une enzyme que vous connaissez bien, que vous avez vu l'année dernière, je pense, et qui est la NAK-ATPase. Okay, donc l'import de glucose
est un cotransport en fait sodium-glucose. C'est un transport actif secondaire. Pourquoi? Parce qu'il dépend de l'activité d'un transport actif primaire qui est celui de la NAK-ATPase. Voilà, donc le glucose va rentrer. Et comment va-t-il sortir de l'autre côté? Eh bien, par le biais de transporteurs GLUT, qu'on va revoir dans un instant, ici, du côté de la membrane basale de ces cellules. OK? Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, je vais vous présenter les tissus qui vont nous intéresser dans ce cours. Alors, on a vu déjà pas mal de choses. On a vu que l'hydrolyse des glucides en sucre simple s'achevait au niveau de l'intestin grêle, duodénum, jéjunum essentiellement. On a vu que l'absorption des sucres simples, les oses, l'absorption des sucres simples se faisait à ce niveau-là. Ce qu'on a vu également, je vous l'ai dit rapidement, c'est que l'intestin, il faut le noter ici, est capable aussi d'effectuer la synthèse des novo de glucose, c'est-à-dire la néoglucogénèse. OK. Donc on verra ça dans le dernier cours. Ce qu'on a vu également, c'est que les oses absorbées au niveau intestinal sont acheminées directement au foie par la veine porte. Ici. Donc le foie, c'est le premier organe à être traversé par les oses provenant de l'alimentation. Le foie, alors très intéressant dans le métabolisme des glucides, le foie est capable de stocker le glucose sous forme de glycogène, donc de faire de la glycogénogénèse. Première caractéristique. Deuxième caractéristique importante du foie, le foie est capable d'hydrolyser ce glycogène pour fournir du glucose au reste de l'organisme. Deuxième caractéristique. Ça, stockage et déstockage du glucose, c'est ce qu'on appelle la fonction glycogénique. C'est la fonction glycogénique du foie qui a été mise en évidence un petit peu avant les années 1850 par Claude Bernard. Voilà, un peu d'histoire. OK. Alors, notez également, on le reverra dans le dernier cours, que le foie est capable d'effectuer lui aussi la synthèse des novo de glucose en cas de besoin. En cas de besoin, il est capable d'effectuer la néoglucogénèse. Ok, donc c'est quelque chose pour nous de très important, le foie. Je ne vais pas faire tout ce qu'il y a au tableau, je vais simplement m'attarder un tout petit peu sur le muscle strié, squelettique. On a vu que le muscle strié était capable, lui aussi, de stocker le glucose sous forme de glycogène. Mais il y a un truc qui est vraiment très important, c'est que c'est un stockeur égoïste. C'est-à-dire que, c'est une notion très importante, c'est-à-dire que le glucose stocké sous forme de glycogène par le muscle ne peut être utilisé que par le muscle. C'est une notion vraiment centrale, très simple, mais centrale dans ce cours. Donc, vous avez deviné, le muscle est capable également d'effectuer la glycogénolyse, c'est-à-dire le passage glycogène donne glucose, phosphate. Voilà. Autre tissu qui m'intéresse beaucoup, c'est le tissu adipeux. Pourquoi? Eh bien, parce que le glucose qui provient de la circulation sanguine, par exemple à l'issue d'un repas, ce glucose qui n'a pas été métabolisé par le foie, qui n'est pas métabolisé par le muscle, peut être métabolisé par le tissu adipeux, qui va se servir de ce glucose pour la lipogénèse,
c'est-à-dire la synthèse d'acides gras et de triglycérides. OK ? Voilà. Enfin, ce qui m'intéresse ici, c'est le rein. Je vais dire 2 mots sur le rein. Le rein, on a vu qu'il était capable de néoglucogénèse, lui aussi. On a vu également que les cellules de la médullaire rénale avaient pour substrat énergétique obligatoire le glucose, on l'a déjà vu. Je vais rajouter une chose, c'est que, qui est importante, je crois, c'est que lorsque la glycémie dépasse une certaine valeur, qui est autour de 1,8 g par litre, lorsque la glycémie dépasse une certaine valeur, autour de 1,8 g par litre, alors le glucose peut passer dans l'urine définitive. Et c'est très important. Et donc, on va mesurer la présence de glucose dans l'urine. Autrement dit, une glycosurie. Voilà. Ce passage du glucose dans l'urine définitive va entraîner des mouvements d'eau importants dans l'urine définitive. Donc ça s'accompagne de mouvements d'eau vers l'urine définitive, d'où un volume urinaire important, d'où éventuellement une déshydratation des patients. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le diabète. Okay ? Donc c'est important que vous ayez cette notion-là. Voilà. Et puis pour conclure sur ce document, ici au centre, vous avez un organe très intéressant qui est le pancréas. Pourquoi je fais figurer ici le pancréas ? Eh bien, tout simplement parce que le pancréas endocrine, va sécréter 2 hormones importantes pour le maintien de la glycémie, qui sont l'insuline et le glucagon. Et c'est l'objet de la suite du cours. Donc le pancréas, je vais revenir dessus, va sécréter 2 hormones importantes, l'insuline et le glucagon, qui vont réguler la glycémie. Voilà. Donc maintenant, on va voir les 2 grands systèmes hormonaux qui permettent de réguler la glycémie. Premier système hormonal, le système hormonal hypoglycémiant, ici en vert, représenté par l'insuline. Alors, deux ou 3 mots. L'insuline est sécrétée par les cellules bêta du pancréas. Elle est une hormone hypoglycémiante. Retenez bien ça. Elle va donc favoriser l'utilisation et le stockage du glucose sanguin. Je répète, elle va globalement, on va voir comment, mais globalement, elle va favoriser l'utilisation et le stockage du glucose sanguin. Comment ? Eh bien, voilà la réponse. L'insuline, hormone hypoglycémiante, va favoriser la glycolyse au niveau du foie et du muscle, donc l'utilisation du glucose. Elle va favoriser la glycogénogénèse au niveau du foie et du muscle, c'est-à-dire le stockage. Notez également qu'elle va favoriser la lipogénèse, vous verrez ça dans un cours ultérieur, elle va favoriser la lipogénèse, c'est-à-dire l'utilisation du glucose pour la synthèse de triglycérides. Et puis de l'autre côté, eh bien, l'insuline va inhiber la synthèse de glucose, pas la peine de faire de la synthèse puisqu'il y en a déjà trop. Donc elle va inhiber la néoglucogénèse. Il y a de très beaux exemples de régulation négative de la néoglucogénèse dans le foie par l'insuline, et on va en voir un exemple. Elle va
inhiber bien sûr le déstockage du glucose sous forme de glycogène. Donc elle va inhiber, plus simplement, elle va inhiber la glycogénolyse. Et notez également qu'elle va inhiber la lipolyse dans le tissu adipeux. Voilà. Et maintenant, c'est comme ça que ça marche. Je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, le diabète de type 1. On revient sur le diabète de type 1 et vous allez voir que si vous avez bien suivi, si vous ne vous êtes pas encore endormi, vous allez pouvoir parfaitement comprendre tous les signes cliniques qu'on a évoqués il y a quelques minutes. Alors, le diabète de type 1, c'est une maladie qui est une maladie auto-immune. Hein, c'est ce qu'il y a sur le document. Maladie auto-immune qui conduit à la dégradation progressive et totale des cellules bêta du pancréas. Et donc, les patients qui présentent un diabète de type 1 ne vont plus pouvoir synthétiser d'insuline. Et ça va vous permettre de comprendre le tableau clinique. Alors, on a dit, je reprends ici, polyurie, amaigrissement, hyperglycémie. OK. Cétonurie. OK. On va expliquer tout ça très simplement. Premièrement, l'insuline, normalement, favorise l'entrée du glucose. On le reverra dans quelques minutes. Premièrement, l'insuline favorise l'entrée du glucose dans le muscle et le tissu adipeux. Donc, chez les patients diabétiques de type 1, l'entrée du glucose est compromise. Il n'y a pas d'insuline. L'entrée du glucose dans le muscle et le tissu adipeux est compromise. Donc ça va favoriser l'hyperglycémie. Deuxièmement, on a vu que l'insuline inhibe la glycogénolyse. Chez les patients, au contraire, on a un emballement de la glycogénolyse. Donc libération de glucose, notamment par le foie, qui favorise l'hyperglycémie. On a vu que normalement, la néoglucogénèse est inhibée par l'insuline. Chez les patients, vous avez une augmentation de la néoglucogénèse. Le foie fabrique du glucose alors qu'on est en hyperglycémie. Donc ça contribue davantage à l'hyperglycémie. Tout ça vous permet de comprendre pourquoi ces patients-là présentent une hyperglycémie chronique. Alors, on a vu également que l'insuline inhibait la lipolyse. En l'absence d'insuline, la lipolyse s'emballe. Au niveau du tissu adipeux, notamment, des acides gras sont libérés dans le sang. Ces acides gras libres vont être captés par le foie. Et le foie va faire quelque chose avec ces acides gras libres, qui est la synthèse des corps cétoniques, que vous reverrez dans un autre cours. Donc le foie utilise ces acides gras pour la synthèse des corps cétoniques. Les corps cétoniques, il y en a que 3. C'est l'acétoacétate, il faut les connaître, c'est très important. L'acétoacétate, l'hydroxybutyrate et l'acétone. L'acétone est éliminé par les poumons. Donc acétoacétate, hydroxybutyrate, acétone. Donc là, vous avez une explication de ce qu'on voit. Si la lipolyse s'emballe, le tissu adipeux fond. Et la fabrication des corps cétoniques par le foie explique la cétonémie, présence de corps cétoniques dans le sang, l'acétonurie, présence de corps cétoniques dans l'urine, et explique également l'odeur d'acétone qui se dégage des patients et qui peut conduire chez les patients et pas chez les médecins à des vomissements. Voilà. Les corps cétoniques sont à l'origine d'une acidocétose qui peut conduire au coma acétocétosique chez les patients qui ne sont pas traités et qui est une complication aiguë du diabète de type 1, qui peut conduire à la mort.
Donc vous avez des corps cétoniques. Ces corps cétoniques sont à l'origine d'une acidocétose qui peut conduire à un coma acidocétosique, qui est une complication aiguë du diabète de type 1. Voilà. Et puis, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez également la thérapie du diabète de type 1. La thérapie, c'est simplement, je dis simplement avec de grosses guillemets, la prise d'insuline régulière. Donc l'insulinothérapie. Et on va fêter, on est en quelle année 19. Dans 1 ou 2 ans, on va fêter le centenaire de l'insulinothérapie. Ouais. Si vous n'abusez pas, je ne vois pas le problème. C'est-à-dire que vous allez être en situation de jeûne. Vous allez commencer par utiliser, au bout de quelques heures de jeûne, vous allez utiliser le glycogène hépatique, et puis il ne va plus y en avoir. Le foie va fabriquer du glucose, donc on va se mettre à faire de la néoglucogénèse. Il y a quelques risques au départ, parce que pour faire la néoglucogénèse dans les premières heures, il va utiliser des acides aminés. Donc vous pouvez avoir une fonte également du tissu musculaire, qui peut être problématique dans un premier temps. Et puis ensuite, la néoglucogénèse va se poursuivre. Et lorsque vous allez être malgré tout en hypoglycémie, effectivement, le foie va fabriquer des corps cétoniques que votre organisme va pouvoir utiliser. Si votre jeûne ne dure pas plus de 20 jours, je ne vois pas où est le problème. Voilà, à partir de plusieurs jours, une dizaine, vingtaine de jours, ça commence à devenir franchement dangereux. Mais bon, ça c'est mon avis et tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec moi. Voilà, donc on a vu le diabète de type 1 et vous avez compris comment ça fonctionne et comment on peut le traiter simplement. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser au système hyperglycémiant. Alors là c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Eh bien parce que le système hyperglycémiant repose sur 1, 2, 3, 4 types de molécules. Des hormones comme le glucagon ou les hormones thyroïdiennes, et puis également des catécholamines comme l'adrénaline et la noradrénaline qui ont un effet hyperglycémiant, et également les glucocorticoïdes qui ont un effet hyperglycémiant. Donc voilà, vous avez un système hyperglycémiant assuré par différentes molécules. Dans ce cours, et pour des raisons de simplification évidentes, je ne parlerai que de glucagon et que d'adrénaline. Je ne mentionnerai pas le mode d'action des autres molécules. Ça, c'est déjà suffisant. OK ? Alors, comment le glucagon et l'adrénaline vont-ils avoir un effet hyperglycémiant? Alors, c'est relativement simple, je crois. Ces molécules, simplement, donc hyperglycémiant, il va falloir remonter la concentration de glucose sanguin. Comment fait-on? Eh bien, en inhibant la glycolyse, c'est-à-dire l'utilisation de glucose, notamment par le foie. En inhibant le stockage du glucose. Quand on en manque, pas la peine de le stocker sous forme de glycogène. Donc en inhibant la glycogénogénèse. En inhibant également la lipogénèse, c'est-à-dire l'utilisation du glucose pour la synthèse de triglycérides. Et puis, ces hormones, glucagon, adrénaline, vont d'autre part favoriser la synthèse des novos de glucose, il en manque, il en faut, donc la néoglucogénèse hépatique. Elles vont favoriser la glycogénolyse, c'est-à-dire le déstockage du glucose qui était stocké sous forme de glycogène. Et puis elles vont favoriser également la fonte du tissu adipeux, c'est-à-dire la lipolyse. Le tissu adipeux va pouvoir fournir des substrats énergétiques utilisables par les autres cellules de l'organisme. Voilà. Donc vous voyez globalement comment ces hormones peuvent agir sur le métabolisme.
Alors, maintenant, comment ça marche plus finement, plus à l'échelle cellulaire et moléculaire, comment ça marche? Et en particulier, comment fonctionne le glucagon? Voilà, et c'est un truc important, peut-être pas dans le détail, mais ça va vous servir, ça, si vous retenez ce que je vais vous dire dans un instant, ça va vous servir pour le troisième cours que nous aurons ensemble sur le métabolisme du glycogène. Voilà, alors, ce que vous voyez ici, c'est une cellule. C'est une cellule dont vous voyez la membrane plasmique ici, une cellule qui, dans sa membrane plasmique, présente des récepteurs membranaires au glucagon. OK. Donc les cellules qui présentent des récepteurs au glucagon vont être sensibles au glucagon. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que, il faut le noter vraiment en rouge, ça ne figure pas sur le document, mais notez-le en rouge, les cellules musculaires n'ont pas de récepteurs au glucagon. Elles sont insensibles au glucagon. Notez-le vraiment, c'est très important. Donc, une grosse parenthèse, les cellules musculaires n'ont pas de récepteur au glucagon. Le glucagon n'a pas d'effet sur elles. Elles ont en revanche, elles ont des récepteurs à l'adrénaline, qui va avoir un effet hyperglycémiant sur le muscle. OK ? Bon, je ferme la parenthèse et je reviens à ma cellule, par exemple ici une cellule du foie, qui a des récepteurs au glucagon. OK. Donc le glucagon se fixe sur ces récepteurs, côté extracellulaire, et la fixation du glucagon sur le récepteur va déclencher une cascade d'événements à l'intérieur de la cellule. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dont je vais vous présenter les principales étapes. Cette fixation du glucagon conduit, je vous évite les détails inutiles, à l'activation de l'adénylate cyclase. Adénylate cyclase. Ici, qui assure, alors je vais vous le montrer plutôt comme ça, qui assure la synthèse d'AMP cyclique. Donc, notez ça, l'AMP cyclique augmente dans la cellule. L'AMP cyclique, c'est un activateur d'une kinase, qui est la PKA. Donc l'AMP cyclique active la PKA. L'activité PKA augmente dans la cellule. Et la PKA, c'est une kinase, la PKA phosphoryle des enzymes du métabolisme des glucides pour soit les activer, soit les inhiber. Donc la PKA, je répète, phosphoryle certaines enzymes du métabolisme pour les activer ou les inhiber. Et c'est comme ça que le glucagon peut agir sur la glycolyse, mais aussi, par exemple, sur la néoglucogénèse, en agissant sur certaines enzymes de ces voies-là. OK ? Voilà. Alors, petite remarque importante, dans le muscle, il n'y a pas de récepteur au glucagon, il y a des récepteurs à l'adrénaline. La fixation de l'adrénaline sur ces récepteurs spécifiques va conduire aussi à une augmentation d'AMP cyclique intracellulaire, à une activation de la PKA et à la phosphorylation d'enzymes. Donc dans le muscle, l'adrénaline va agir à peu près de la même manière. OK ? Donc voilà, vous avez compris comment ces hormones pouvaient agir sur le métabolisme. Voilà, donc maintenant, on va voir l'entrée du glucose dans les cellules de l'organisme. La question qui m'intéresse, en fait, c'est comment le glucose peut-il entrer dans nos cellules? En dehors des cellules intestinales. Comment peut-il entrer dans les cellules de l'organisme? La réponse est simple, elle tient en une phrase. Le glucose peut entrer dans les différentes cellules de l'organisme par l'intermédiaire de transporteurs de la famille GLUT. GLUT, c'est glucose transporteur. Donc, par l'intermédiaire de transporteurs GLUT. On connaît 5 GLUT. Donc, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 peuvent transporter du glucose, donc importer du glucose. GLUT5, c'est un transporteur de fructose.
assez spécifique du fructose. Donc on va s'intéresser ici à GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Ces GLUT sont des perméases. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie deux choses. La première, c'est que les GLUT assurent un transport facilité de glucose dans la cellule. Autrement dit, un transport qui suit le gradient de concentration. Le passage va se faire du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Okay, c'est une diffusion facilitée par les perméases. Deuxième chose, puisque ce sont des perméases, on peut, ici, c'est ce que vous voyez ici, on peut établir des cinétiques d'entrée du glucose en faisant figurer, par ces perméases, en faisant figurer ici la vitesse de transport, donc l'activité catalytique de la perméase, la vitesse de transport en fonction de la concentration du substrat de l'enzyme, c'est-à-dire ici en fonction de la concentration du glucose. Quand on fait ça, on a une cinétique qui généralement est michaélienne. Vous avez vu ça l'année dernière si le programme de première année n'a pas changé. Donc vous avez une cinétique michaélienne et c'est très simple, hein. Ça veut dire, vous allez voir à quoi ça sert en fait l'enzymo. Ça veut dire simplement que vous pouvez déterminer une Vmax, une vitesse de transport maximale par la perméase, par les perméases. Et puis vous pouvez déterminer quoi? Un Km. Le Km, c'est la concentration de substrat à Vmax sur 2. Donc ici, par exemple, on serait aux alentours de 1 millimolaire, aux alentours ici de 1 millimolaire de glucose sur ce schéma-là. Okay, donc, enzyme michaélienne, Vmax Km. Okay. Alors, le truc qu'il faut piger, c'est que GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 n'ont pas les mêmes cinétiques. Donc GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 n'ont pas les mêmes cinétiques de transport du glucose. Premier point. Deuxième point, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 ne sont pas exprimés par les mêmes cellules. Donc il y a une tissu spécificité de l'expression des GLUT. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 ne sont pas forcément exprimés par les mêmes cellules. Donc 1 plus 2 vous permet de comprendre pourquoi le glucose n'entre pas dans toutes les cellules de la même manière. La cinétique de transport est différente et les cinétiques de transport des GLUT sont différentes. Toutes les cellules n'expriment pas les mêmes GLUT. 1 plus 2 fait que le glucose ne rentre pas dans toutes les cellules de la même manière. Et ça, c'est quelque chose de, je pense, très important dans le métabolisme. Ça a excité des générations de biochimistes pendant 2 décennies. Voilà. Donc vous êtes les héritiers, hélas pour vous, vous êtes les héritiers de cette tradition-là, ce qui explique pourquoi on parle toujours de ça dans les cours. Voilà. Alors une petite illustration de ce concept. Les GLUT n'ont pas les mêmes caractéristiques cinétiques. Vous avez ici, alors c'est un document de cours, hein, donc ce n'est pas un document issu d'une publication scientifique. J'ai fait des simplifications un peu, enfin j'y suis allé fort, et il y a peut-être 2 ou 3 choses que vous devez enregistrer avant que je poursuive. La première, c'est que, regardez, sur ces courbes-là, sur ces graphes, vous avez la vitesse de transport ici en ordonnée qui est exprimée en pourcentage de la Vmax. Alors, d'une manière générale, méfiez-vous des pourcentages, parce que les pourcentages masquent souvent des informations. C'est un moyen habile de masquer certaines informations. Ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que la vitesse maximale de transport par GLUT1 est très différente de la vitesse maximale de transport par GLUT2, et pourtant vous avez l'impression que c'est la même chose. OK ? Donc, premier point de vigilance. Deuxième point, pour rendre les choses un petit peu plus claires, vous voyez, j'ai représenté ici par un rectangle que je croyais jaune
les valeurs, c'est jaune? Ok. Les valeurs de la glycémie qu'on est susceptible de rencontrer. La glycémie, elle peut évoluer en gros entre 3-4 millimolaires, si vous êtes en hypoglycémie, jusqu'à des valeurs de 10 millimolaires quand vous venez de prendre un repas particulièrement riche en glucides. Ça va monter avant de redescendre. Donc voilà l'intervalle de concentration de glucose physiologique. OK ? Donc, on va commencer. Ah oui, et puis troisième point de vigilance. Ça, c'est faux. Ce que je viens de faire, ce que je vous présente est faux. Pourquoi? Parce que GLUT1 et GLUT2, GLUT3, pardon, GLUT1 et GLUT3, ici, ont des cinétiques légèrement différentes. Elles n'ont pas le même KM. Pourtant, je les ai confondues. OK. Mais globalement, la cinétique de GLUT1 et de GLUT3 se ressemble assez. Voilà. Donc, regardons la cinétique de transport de glucose par GLUT1, GLUT3. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Vmax est atteinte pour de très faibles valeurs de glucose. Autrement dit, la vitesse de transport est maximale, ici, quelles que soient les valeurs de la glycémie. On le voit très bien. Vous avez ici un petit KM, une grande affinité des enzymes, et donc la vitesse maximale de transport est atteinte, quelles que soient les valeurs normales de la glycémie. Que vous soyez en hypoglycémie ou en hyperglycémie, le glucose va rentrer toujours de la même manière dans les cellules qui expriment GLUT1 et GLUT3. GLUT3, c'est le transporteur des neurones. Donc le sucre, le glucose va rentrer toujours à vitesse maximale dans les neurones, quelles que soient les valeurs de la glycémie. OK ? C'est ce que vous voyez ici. Voilà. GLUT3, petit Km exprimé par les neurones, assure un captage efficace de glucose à bas glucose, et quelles que soient les valeurs de la glycémie, d'une manière générale. GLUT1, le transporteur GLUT1, alors, le transporteur GLUT1, il est exprimé par beaucoup de cellules. On peut quasiment considérer qu'il est ubiquitaire, c'est-à-dire que c'est le transporteur que vous allez trouver sur la plupart des cellules de l'organisme. J'ouvre une petite parenthèse à propos de GLUT1, je n'ai pas le temps d'aller très loin dans mon cours, mais on connaît, il y a des mutations connues de GLUT1. GLUT1 se retrouve sur les cellules de la barrière hémato-encéphalique, et chez les patients qui présentent ces mutations de GLUT1, le transport de glucose dans le cerveau est compromis, ce qui s'accompagne de troubles neurologiques parfois très importants. Je ferme la parenthèse. Dites-vous qu'il peut y avoir des mutations dans ces transporteurs et que ça va avoir des conséquences. OK, donc j'ai fini avec GLUT1 et GLUT3. Maintenant, alors vous allez trouver que mon truc est absolument pas logique. J'ai pas mis les différents GLUT dans le bon ordre. Bon, notez, ce qu'il faut comprendre dans la présentation là, c'est que GLUT1, GLUT3, petit Km, grande affinité. GLUT4, Km moyen. GLUT4 est exprimé par les cellules musculaires et par les cellules adipeuses. Voilà. Ce que indique ici la valeur du Km, c'est que GLUT4 va être particulièrement efficace, va assurer un transport particulièrement rapide, donc assurer un transport particulièrement rapide pour des valeurs de la glycémie excédant la valeur de 5 millimolaires, 4 à 5 millimolaires. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est simple. Plus la glycémie dépasse le 4 millimolaires, plus la vitesse de transport par GLUT4 va être importante.
Donc GLUT4 va permettre aux muscles, aux tissus adipeux, d'importer du glucose quand les valeurs de la glycémie dépassent la valeur normale. Le point important à propos de GLUT4, alors quand vous avez un point ici, c'est que j'estime que ça doit être un point, c'est en couleur, ouais. Voilà, si vous avez un point rouge, c'est que j'estime que c'est super important. Okay, donc vous aurez une question forcément au QCM là-dessus. Voilà. En même temps, c'est bon. C'est pas très compliqué. GLUT4, très important. À propos de GLUT4, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que l'expression de GLUT4 sur la membrane des cellules musculaires et des adipocytes est régulée par l'insuline. Je vais vous expliquer ça dans un instant. L'expression de GLUT4 à la surface des cellules musculaires et des adipocytes est régulée par l'insuline. Et c'est ce qui est illustré dans le document suivant que vous avez dans votre poly. Alors voilà, vous avez deux petits schémas qui vont vous permettre de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Vous avez ici une cellule qui peut être une cellule musculaire ou un adipocyte. OK ? OK. Vous avez ici, alors c'est quoi cette couleur violet, la membrane plasmique. OK ? Dans la membrane plasmique de ces cellules, vous avez des récepteurs à l'insuline. Donc, insuline récepteur ici. Sous la membrane plasmique de ces cellules se trouvent des petites vésicules membranaires qui contiennent des transporteurs GLUT4. Que se passe-t-il à l'issue d'un repas? À l'issue d'un repas, donc en situation post-prandiale, la glycémie augmente. Okay. Le pancréas sécrète de l'insuline. L'insuline se fixe sur les récepteurs ici de ces cellules. Ça déclenche une cascade d'événements à l'intérieur de la cellule qui conduit à quoi? À l'exocytose des vésicules. GLUT4 est apporté à la membrane. Et les capacités de transport des cellules, pour le glucose augmentent. Et le glucose peut ainsi rentrer de façon plus importante dans la cellule musculaire ou dans l'adipocyte. D'accord ? Voilà, donc ces mécanismes-là, ils sont importants, notamment pour, vous verrez ça plus tard dans vos études, pour comprendre aussi ce qui se passe chez les diabétiques de type 2. Ok, donc c'est très simple. Hein. L'insuline se fixe sur son récepteur, vous avez une cascade d'événements, les vésicules fusionnent avec la membrane plasmique, apportent GLUT4, les capacités d'import du glucose des cellules sont augmentées, le glucose rentre, il est stocké. Et voilà comment on peut déjà un petit peu réguler la glycémie à l'issue d'un repas. Ok, je reviens sur, je finis, sur les transporteurs GLUT. Il nous en reste un, très important, qui est GLUT2. GLUT2, c'est le transporteur des cellules du foie et des cellules bêta du pancréas. Voilà. Donc GLUT2, alors, oui, cellules du foie, j'en suis sûr à 100%. Cellules bêta du pancréas, j'en suis sûr à 100% chez les rongeurs. Chez les rats, c'est vrai. Chez l'homme, en fait, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses rongeurs. Les cellules bêta chez les rongeurs expriment bien GLUT2. Chez l'homme, il y a une polémique qui dure depuis des années. Les cellules bêta chez l'homme expriment GLUT1 et GLUT2. Et les gens se disputent pour savoir lequel est le plus important. Voilà, et une grosse dispute derrière qui n'est pas résolue encore. Bon. Disons que GLUT1 et GLUT2, c'est les cellules du foie et chez les rats, qui pourront peut-être vous intéresser un jour. Moi, je travaille sur le rat, c'est tout à fait bien le rat, tout à fait honorable, je crois. Donc, chez les rats, les cellules bêta expriment bien GLUT2, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, alors,
Maintenant, voilà à quoi servent les cours d'enzymaux. Vous avez ici la cinétique de transport de GLUT2. Donc c'est une perméase. Vous avez la vitesse de transport de l'enzyme, son activité catalytique, la vitesse de transport, en fonction de la concentration du substrat, c'est-à-dire le glucose. Qu'est-ce que vous voyez en regardant la cinétique en rouge ici? Vous voyez un truc, et puis là vous avez les concentrations de glucose qu'on peut retrouver dans le milieu extracellulaire. Ce que vous voyez, c'est assez intéressant, c'est que la vitesse de transport par GLUT2 augmente de manière linéaire avec la concentration de glucose dans une large gamme de concentrations. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons au foie. Ça veut dire que les cellules de foie vont importer d'autant plus vite le glucose que les valeurs de la glycémie sont élevées. Plus il y a de glucose extracellulaire, plus la vitesse d'import est importante. Okay? Plus la glycémie est élevée, plus la vitesse d'import du glucose par les cellules de foie va être importante. Et elle va être particulièrement importante pour des valeurs qui excèdent la glycémie normale. C'est ce qu'on voit ici. Regardez, ici, plus vous vous éloignez de la glycémie, la valeur de la glycémie normale, ici, plus la vitesse de transport va être importante. Donc le foie va métaboliser d'autant plus vite le glucose, enfin faire rentrer d'autant plus vite le glucose que la glycémie est élevée. Donc il va pomper le glucose d'autant plus rapidement qu'il y a de glucose dans le sang. Autre chose qu'il faut regarder, c'est la linéarité de la courbe. Ici. La vitesse d'import du glucose augmente proportionnellement à la concentration de glucose. Okay? Donc vous avez ici quelque chose qui va pouvoir servir de glucose sensor, un capteur à glucose, avec une réponse linéaire. Plus il y a de glucose, plus la vitesse d'import est importante et de manière proportionnelle. Donc vous avez les caractéristiques d'un superbe glucosensor. Et dans les cellules bêta, en tout cas chez les rongeurs, qui expriment GLUT2, ici, GLUT2 va servir de glucosensor. Plus il y a de glucose, plus le glucose rentre vite, de manière proportionnelle à la concentration de glucose. Vous allez voir dans quelques minutes à quoi ça sert. Voilà, ça on a vu. Maintenant, ça y est, on rentre dans le dur, au cas où vous auriez l'impression que c'était comment dire, difficile jusqu'à présent. Là, on rentre dans le dur. Enfin, bon, c'est pas compliqué, on va juste rentrer dans les voies métaboliques. Maintenant, on est dans la cellule et on va voir ce que devient le glucose. Okay ? Donc, je vais rentrer dans la description des voies métaboliques. La première chose qui arrive au glucose qui rentre dans les cellules, c'est d'être phosphorylé en glucose 6-phosphate. Voilà, on est là. Le glucose est immédiatement phosphorylé dans les cellules en G6P. Trois choses à propos du G6P que vous devez connaître. La première, qui figure ici, c'est que le G6P, c'est une forme de glucose piégée dans la cellule. C'est vraiment super important. Le G6P est une forme de glucose piégée dans la cellule. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe aucun transporteur capable de le faire ressortir. Pas de transporteur pour le faire sortir. C'est une forme piégée de glucose à l'intérieur de la cellule. Premier point. Deuxième point, que je n'ai pas indiqué ici, mais qui est à mon avis important, c'est que le G6P n'est pas du glucose. Pas vraiment. Donc la transformation du glucose en G6P
permet de maintenir un grand gradient de concentration de glucose de part et d'autre de la membrane. Vous me suivez? Le glucose, ce n'est pas du G6P. Et donc la transformation du glucose en G6P permet de maintenir un gradient de concentration de glucose de part et d'autre de la membrane. C'est une forme de glucose piégée dans la cellule, mais ce n'est pas exactement du glucose. C'est du G6P. Ça a le goût du glucose, l'allure du glucose, mais ça n'est pas du glucose. Et donc, ça maintient un gradient de concentration de glucose de part et d'autre de la membrane. Et le glucose va pouvoir toujours rentrer selon son gradient de concentration. Troisièmement, le G6P est un carrefour du métabolisme. Alors, je n'ai pas mis d'illustration pour ça. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ de la glycolyse. C'est le point de départ d'une voie métabolique magnifique que je n'ai pas la chance de vous présenter, qui est la voie des pentoses phosphates, que vous verrez plus tard. Donc, point de départ de la glycolyse, point de départ de la voie des pentoses phosphates, point de départ de la glycogénogénèse, point d'arrivée de la glycogénolyse. C'est un carrefour au croisement de plusieurs voies métaboliques. Voilà, on a fini pour les généralités sur le G6P. Ok, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. Le glucose est phosphorylé en G6P par deux catégories d'enzymes qui appartiennent à la même famille. Les hexokinases d'un côté, les hexokinases 1, 2, 3 d'un côté, et la glucokinase de l'autre, glucokinase qui est l'enzyme exprimée par le foie et par les cellules du pancréas. Là, on est sûr de nous. Okay? Donc, je répète, le glucose est phosphorylé en glucose G6P par deux catégories d'enzymes qui appartiennent en réalité, pour les spécialistes de la biologie moléculaire, à la même famille, les hexokinases 1, 2 et 3, et la glucokinase qui est l'enzyme du foie et des cellules bêta du pancréas. Regardons simplement la réaction. La réaction, c'est quoi? C'est glucose plus ATP donne G6P plus ADP. Il s'agit d'une transphosphorylation. Un groupement phosphate de l'ATP est transféré sur le glucose pour donner du G6P. C'est une transphosphorylation. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point qu'il faut noter, c'est que cette réaction consomme de l'ATP, super important, consomme de l'ATP, et qu'elle est magnésium dépendante. Donc si vous faites une carence en magnésium, cette réaction risque d'être compromise. OK. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que les hexokinases et la glucokinase ont des cinétiques très différentes. Alors, les hexokinases, on va commencer par le plus simple. Les hexokinases, elles sont exprimées par toutes les cellules, sauf celles qui expriment la glucokinase. C'est-à-dire, sauf les cellules du foie et les cellules bêta. Premier point. Deuxième point, elles permettent la phosphorylation du glucose, mais aussi d'autres hexoses. En particulier, je l'ai mis, le fructose. Troisième point. En rouge ici, ces enzymes, c'est très important, sont inhibées par le G6P, c'est-à-dire par le produit de la réaction. Elles sont inhibées par le G6P. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le G6P s'accumule dans la cellule, lorsqu'il n'est pas utilisé par le métabolisme, alors l'enzyme est inhibée.
il y a une sorte de rétrocontrôle négatif de l'enzyme. Et l'inhibition, ne notez pas ça, ne retenez pas ça, elle est vraiment très forte. Hein. L'inhibition, elle est à la fois compétitive et allostérique. Donc, très important, très très important, on le reverra la prochaine fois, l'exokinase est inhibée par le G6P, ce qui veut dire fonctionnellement que quand le G6P n'est pas utilisé par le métabolisme, il s'accumule, il inhibe l'enzyme qui arrête de métaboliser le glucose. Ok, maintenant regardons la cinétique. Vous avez ici la cinétique en bleu des exokinases. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le Km est petit, donc à forte affinité, et que la Vmax, la vitesse de phosphorylation, ici, du glucose, la vitesse de phosphorylation est relativement maximale et relativement modeste par rapport à la glucokinase, en rouge. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ensuite, on va parler de la glucokinase. Alors, la glucokinase, elle catalyse la même réaction. Elle est exprimée par le foie et par les cellules bêta du pancréas. Okay. Elle n'est pas inhibée par le G6P. C'est super important. Elle n'est pas inhibée par le G6P. Conséquence fonctionnelle. Lorsque le G6P s'accumule dans les cellules du foie, lorsque le G6P n'est pas consommé par le métabolisme, il continue malgré tout à être formé par la glucokinase, sans rétrocontrôle. Donc le foie, autrement dit, le foie continue à métaboliser le glucose en G6P, quelle que soit l'utilisation ou non du G6P. Vous comprenez que le foie, c'est un truc qui va donc métaboliser de façon très importante le G6P, le glucose, pardon. Ok, dernier point, et ça va vous rappeler quelque chose, la cinétique. Voilà la cinétique. Alors, une petite remarque. La cinétique ne correspond pas à une enzyme michaélienne. C'est une sigmoïde, hein, comme vous pouvez le voir en rouge ici. Donc ce n'est pas une enzyme michaélienne. Et théoriquement, je dis bien théoriquement, mais je vais le faire quand même, on ne devrait pas parler de Km, mais de S1,5 pour les puristes. Bon, je m'en fous, je vais parler de Km. Donc ce que vous montre la cinétique ici, c'est que le Km est de l'ordre de 10 millimolaires, donc faible affinité pour le glucose. Faible affinité, vitesse maximale très importante, très importante. Donc, qu'est-ce que nous évoque cette cinétique? Eh bien, que la glucokinase métabolise d'autant plus rapidement le glucose en G6P que la concentration de glucose est importante. Vous me suivez? Dans une large gamme de concentrations. Je répète, la glucokinase métabolise d'autant plus rapidement le glucose en G6P que la concentration de glucose est importante. Donc le foie va métaboliser d'autant plus... Alors, non, j'ai rien dit. Si le transport de glucose n'est pas saturé, parce qu'il faut qu'il rentre, si le transport du glucose n'est pas limité ou saturé dans la cellule, ce qui n'est pas le cas pour les cellules qui expriment GLUT2. Si le transport de glucose n'est pas limité par les transporteurs GLUT, ce qui n'est pas le cas, alors ce qu'on voit ici, c'est que la cellule forme du G6P de façon uniquement dépendante de la concentration de glucose extracellulaire. Vous me suivez? Si le glucose passe librement sans effet de saturation dans la cellule, la glucokinase va former du G6P
de façon uniquement dépendante de la concentration de glucose extracellulaire. Je peux vous le dire de manière plus triviale. Plus il y a de glucose extracellulaire, plus l'enzyme va métaboliser le glucose en G6P de manière efficace. Vous me suivez? Et son activité augmente linéairement, proportionnellement à la concentration de glucose. C'est un peu comme GLUT2. Son activité augmente de façon linéaire avec la concentration de glucose. Donc là, on a un vrai glucose sensor. Plus il y a de glucose à l'extérieur, plus il y a de glucose 6-phosphate à l'intérieur, de manière proportionnelle. C'est linéaire. OK? Donc c'est ça le point le plus dur, un des points les plus durs du cours. C'est juste de comprendre cette chose. Et j'ai quasiment fini, je vous le promets. Voilà. Donc une chose importante à propos de la glucokinase, c'est que, je l'ai mis en rouge ici, son expression est augmentée par l'insuline. On le reverra à la fin du cours. Son expression est augmentée par un effet transcriptionnel par l'insuline. Voilà, et je finis comme ça. Est-ce que je vous présente ça? Ouais, parce que si. C'est pas à prendre. Donc posez vos stylos, voilà. Et je préfère, j'en ai pour 1 minute 30, je pense. Voilà, je préfère finir le cours sur un truc que je trouve vraiment joli. C'est un document qui résume des années de recherche en laboratoire. Ce document vous montre comment une cellule bêta du pancréas sécrète de l'insuline en réponse à une augmentation de glucose. Alors, regardez, c'est magnifique. Lorsque le glucose extracellulaire augmente, donc la glycémie augmente, qu'est-ce qui se passe? Le glucose, là on est chez un rongeur, c'est plus simple. Le glucose rentre dans la cellule bêta par l'intermédiaire de GLUT2. Plus il y a de glucose à l'extérieur, plus il y en a à l'intérieur. Le glucose, rapidement, c'est une question de vitesse. Le glucose, ici, est transformé en G6P par la glucokinase. Plus il y a de glucose, plus il y a de G6P de manière proportionnelle. Le G6P rentre dans la glycolyse, qu'on verra la prochaine fois. Vous formez du pyruvate. Le pyruvate, il fait quoi? Il rentre dans la mitochondrie. Il est décarboxylé et oxydé en acétyl-CoA. Il fait tourner le cycle de Krebs qui est votre cauchemar. Le cycle de Krebs, en fait, c'est super simple. C'est quelque chose qui vous permet de fabriquer des coenzymes réduits. Du NADH et du FADH2 qui servent à quoi? À la chaîne respiratoire pour la synthèse d'ATP. L'ATP augmente dans la cellule. L'ATP augmente. L'ATP inhibe un canal, enfin des canaux potassiques ATP dépendants. Qu'est-ce que ça génère? Une dépolarisation de la membrane plasmique. Vous avez une petite dépolarisation de la membrane plasmique. Cette dépolarisation, c'est un jeu de domino, hein. Cette dépolarisation de la membrane plasmique, que fait-elle? Elle active des canaux calciques voltage dépendants. Le calcium rentre dans la cellule. Le calcium libre intracellulaire augmente. Qu'est-ce que ça fait? Vous l'avez vu l'année dernière. Ça favorise l'exocytose des granules de sécrétion qui sont stockés par les cellules et qui contiennent de l'insuline. L'insuline est sécrétée. Voilà. Eh ben, il a fallu des années pour en arriver là.